Je m'appelle Ronan et, à 32 ans, j'ai bâti une vie dont je suis fier. Depuis la fenêtre de mon appartement du centre-ville d'Austin, je peux voir la ligne d'horizon de la ville se dessiner, un paysage de verre et d'acier qui scintille sous le soleil du Texas. C'est une vue qui coûte plus cher que ce que ma mère gagnait en une année entière. Et certains matins, cela ne me semble toujours pas réel. Je suis analyste de données senior dans une grande entreprise technologique. Un travail dont le titre semble compliqué, mais qui signifie simplement que je trouve des histoires cachées dans les chiffres. Et l'histoire que racontent mes propres chiffres est celle d'une réussite. Un bon salaire, des investissements solides, une vie de stabilité dont je n'avais jamais osé rêver quand j'étais enfant. La paix que j'ai trouvée ici est mon atout le plus précieux. Mon appartement est mon sanctuaire, un endroit aux lignes épurées, au mobilier minimaliste et silencieux. J'ai une routine à laquelle je me tiens, debout à 6 heures pour courir le long de la rivière, une bonne tasse de café noir pendant que j'examine les tendances du marché, puis une journée de 8 heures à plonger dans des ensembles de données complexes. Le soir, soit je retrouve quelques amis proches, Léo, Maya et Ben, soit je reste simplement chez moi, je mets un vieux vinyle et je me prépare un bon repas. C'est une vie simple et prévisible, mais c'est cette prévisibilité qui la rend si belle à mes yeux. C'est le pôle opposé du chaos qui a défini mon enfance. Je pensais avoir réussi à enterrer ce passé. Je pensais que les milliers de kilomètres entre Austin et la ville délabrée de l'Ohio où j'ai grandi suffisaient à éloigner les fantômes. J'avais travaillé dur, me battant pour chaque opportunité, et je croyais avoir enfin semé l'ombre de l'homme qui était censé être mon père. Je m'étais prouvé à moi-même et au monde que je n'avais pas besoin de lui, que je me portais mieux sans lui. Pendant plus de 20 ans, cette croyance a été le fondement sur lequel j'ai construit toute ma vie. Mais un soir d'automne chaleureux, tout a changé. J'étais assis sur mon canapé, ordinateur portable ouvert, regardant distraitement un match de baseball à la télévision, quand un coup sec et insistant a retenti à ma porte d'entrée. C'était un bruit inhabituel. Mes amis m'envoient toujours un SMS d'abord et les livraisons sont laissées au concierge. Un nœud d'inquiétude s'est serré dans mon estomac alors que je marchais vers la porte et regardais par le Judas. Pendant un instant, je n'ai pas reconnu les visages qui me faisaient face. L'un était un homme d'une fin de cinquantaine, le visage marqué par une vie dont je ne savais rien. Mais ses yeux, c'étaient les mêmes yeux froids et calculateurs dont je me souvenais. À côté de lui se tenait une jeune femme, d'environ 18 ou 19 ans, à l'expression impatiente et ennuyée, l'attention rivée sur son téléphone. Ma main s'est figée sur la poignée de la porte. Mon esprit s'emballait, essayant de donner un sens à l'impossible. Ce ne pouvait pas être lui. Pas après tout ce temps. Mais c'était bien lui. C'était Silas, mon père. Et la jeune femme devait être la fille qu'il avait eue avec sa nouvelle famille, ma demi-sœur. Les fantômes que je pensais avoir semés m'avaient enfin rattrapé. Ils m'avaient trouvé, et avec ce simple coup à la porte, le monde calme et stable que j'avais si soigneusement construit était sur le point d'être déchiré. J'avais 9 ans quand mon monde s'est effondré. Nous vivions dans une petite maison de location perpétuellement humide dans l'Ohio, le genre de maison avec des fenêtres qui tremblaient chaque fois qu'un camion passait. Ma mère travaillait dans un restaurant local et mon père, Silas, faisait des petits boulots, n'en gardant jamais un plus de quelques mois. La plupart de mes souvenirs de cette époque sont leurs disputes, leurs voix montant et descendant derrière la fine cloison de ma chambre. Les disputes portaient toujours sur la même chose, l'argent, ou plutôt le manque d'argent. La dernière dispute a eu lieu un mardi. Je m'en souviens parce que c'était le soir du pain de viande. J'étais dans ma chambre à essayer de finir mes devoirs de maths, mais leurs cris étaient trop forts pour être ignorés. C'était différent cette fois-ci, plus tranchant, plus définitif. J'ai entendu la voix de ma mère supplier, puis se briser dans les larmes. Ensuite, j'ai entendu le claquement d'une porte de placard et le bruit lourd d'une valise jetée sur le sol. Je me suis glissé hors de ma chambre et j'ai jeté un coup d'œil au coin du couloir. Silas se tenait près de la porte d'entrée, un sac de voyage usé à ses pieds. Ma mère se tenait au milieu du salon, les bras croisés autour d'elle-même comme pour maintenir son corps entier. « Tu ne peux pas simplement partir, Silas » a-t-elle chuchoté, la voix brisée. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Il ne l'a même pas regardé. Il a juste laissé échapper un ricanement, un son amer et hideux. « Ça, c'est ton problème maintenant. J'en ai fini. J'en ai fini avec cette vie pathétique. Fini avec cette ville, et fini avec toi. » Il a légèrement tourné la tête et ses yeux ont croisé les miens pendant une fraction de seconde.
Il n'y avait pas de tristesse en eux, pas de regret, juste un vide froid et dur. Puis il s'est retourné, a ouvert la porte et est parti sans un mot de plus. Le bruit de la porte qui se refermait a été le son le plus fort que j'ai jamais entendu. La fin officielle de mon enfance. Le silence qui a suivi était lourd et étouffant. Ma mère est restée figée pendant un long moment avant de s'effondrer sur le canapé floral usé, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Je ne savais pas quoi faire, alors je me suis simplement approché et j'ai posé ma petite main sur son dos. Plus tard cette nuit-là, après avoir pleuré jusqu'à m'endormir, je me suis réveillé avec de la faim et de la soif. J'ai marché sur la pointe des pieds vers la cuisine, essayant de ne pas réveiller ma mère qui s'était endormie d'épuisement sur le canapé. En allant chercher un verre d'eau, j'ai remarqué que le placard de la cuisine était légèrement entrouvert, celui où ma mère gardait sa boîte de secours. C'était une vieille boîte de café en métal où elle cachait les quelques dollars qu'elle recevait des pourboires au restaurant. Elle l'appelait notre fonds pour les jours de pluie. La curiosité l'a emporté sur moi. J'ai approché une chaise, je suis monté dessus et j'ai attrapé la boîte. Elle semblait légère, trop légère. J'ai retiré le couvercle en plastique. Elle était vide. Jusqu'au dernier dollar, tout avait disparu. Un froid d'effroi m'a envahi. Une prise de conscience trop lourde pour un enfant de 9 ans. Il ne nous avait pas seulement abandonnés. Il nous avait volés. Il avait pris le dernier petit morceau de sécurité que nous avions au monde et avait franchi la porte avec, ne nous laissant rien d'autre que l'écho de sa cruauté. Cette nuit-là, j'ai appris une leçon qui allait façonner le reste de ma vie, on ne peut compter sur personne d'autre que soi-même. Les semaines qui ont suivi le départ de Silas ont été un tourbillon de confusion et de peur. Notre argent d'urgence ayant disparu, les choses sont devenues désespérées très rapidement. Le propriétaire a commencé à frapper à notre porte, sa voix devenant plus forte à chaque fois. L'électricité a été coupée 2 fois. Je me souviens d'avoir fait mes devoirs à la lumière d'une bougie, la flamme vacillante faisant danser des ombres sur la page. Ma mère semblait avoir vieilli d'une décennie en un mois. La lumière dans ses yeux s'était éteinte, remplacée par une anxiété constante et lasse, mais elle n'a jamais flanché. Pas devant moi, en tout cas. Elle a pris un second travail, nettoyant des bureaux tard dans la nuit après son service au restaurant. Elle partait avant que je ne me réveille et rentrait bien après que je me sois endormi. Certains jours, la seule fois où je la voyais, c'était lorsqu'elle jetait un coup d'œil dans ma chambre avant de partir pour son travail de nuit, sa silhouette encadrée par la lumière du couloir. Ses mains, qui avaient toujours été douces, sont devenues rugueuses et rouges à cause des produits de nettoyage agressifs. J'ai essayé d'être fort pour elle. J'ai appris à préparer mon propre petit déjeuner, généralement de simples céréales avec de l'eau, car nous ne pouvions souvent pas nous offrir de lait. Je m'assurais que mes devoirs étaient faits et que ma chambre était propre. Tout pour enlever un petit fardeau de ses épaules. Mais je me sentais si impuissant à la regarder s'épuiser à la tâche. Quand j'ai eu 13 ans, j'ai décidé que je ne pouvais plus rester les bras croisés. J'ai trouvé une tournée de distribution de journaux, me réveillant à 5 heures du matin chaque jour pour faire le tour du quartier à vélo, jetant les journaux sur les porches dans la fraîcheur de l'aube. L'argent n'était pas grand-chose, peut-être 40 ou 50 dollars par semaine, mais pour nous, c'était une bouée de sauvetage. Je n'oublierai jamais la première fois que je lui ai remis mes gains. Je suis simplement entré dans la cuisine et j'ai posé les billets froissés et les pièces sur la table. Elle a regardé l'argent, puis m'a regardé, et ses yeux se sont remplis de larmes. « Oh, Ronan » a-t-elle dit, la voix serrée par un mélange de fierté et de douleur. « Tu ne devrais pas avoir à faire ça. Tu n'es qu'un enfant. » « On est une équipe, maman » ai-je dit en gonflant la poitrine pour paraître plus vieux que je ne l'étais. « On doit rester soudés. » Elle m'a serré dans ses bras, son corps fatigué tremblant légèrement. Elle n'a rien dit d'autre, mais à ce moment-là, j'ai su que nous allions nous en sortir. Nous avions l'un l'autre. L'argent de ma tournée de journaux s'est rapidement transformé en argent provenant de la tonte des pelouses, puis de la mise en rayon à l'épicerie du coin après l'école. Chaque dollar que je gagnais allait dans une nouvelle boîte de café, notre nouveau fonds pour les jours de pluie. Je glissais secrètement de l'argent dans son sac à main quand elle ne regardait pas, et elle faisait semblant de ne pas s'en apercevoir. C'était notre accord silencieux, notre façon de lutter contre un monde qui avait essayé de nous briser. Nous survivions à peine, vivant d'un chèque de paie à l'autre, mais nous le faisions ensemble. Son sacrifice nourrissait ma détermination, et mes petites contributions lui redonnaient une lueur d'espoir.
Dans cette petite maison délabrée, nous avons forgé un lien plus fort que n'importe quelle épreuve. Le lycée a été mon échappatoire. Pendant que les autres enfants allaient au match de football ou s'inquiétaient pour leur cavalier de balles de promo, j'étais à la bibliothèque, plongé dans les livres. Je savais avec une certitude qui me brûlait les tripes que l'éducation était ma seule issue. Les mathématiques et les sciences sont devenus mon refuge. Les chiffres avaient du sens. Ils étaient logiques, prévisibles. Contrairement aux gens, ils ne mentaient jamais et ne vous abandonnaient pas. J'ai rejoint le club de maths, le club de codage, tout ce qui pouvait me retenir à l'école plus longtemps et me remplir la tête d'autre chose que de l'inquiétude constante pour notre prochain repas. Mon conseiller d'orientation, un homme bienveillant nommé Monsieur Henderson, a vu le feu qui m'animait. Il me voyait rester tard après les cours, penché sur des problèmes de calcul bien après que tout le monde soit rentré chez soi. Un après-midi, il m'a appelé dans son bureau. « Ronan », a-t-il dit en me regardant par-dessus ses lunettes. « As-tu pensé à ce que tu vas faire après l'obtention de ton diplôme ?» J'ai haussé les épaules. « Trouver un emploi à plein temps à l'usine, je suppose. Aider ma mère. » Il a secoué la tête. « Non, tu es capable de plus que ça. Bien plus. » Il a poussé une pile de brochures sur son bureau. C'étaient des bourses d'études universitaires. Tes notes sont exceptionnelles. Si tu travailles dur, tu pourrais obtenir une bourse complète. Une bourse complète. L'idée semblait aussi lointaine que d'aller sur la Lune. L'université était pour les enfants riches, pas pour quelqu'un qui devait choisir entre acheter un manuel scolaire ou aider à payer la facture d'électricité. Mais la croyance de Monsieur Henderson en moi a planté une graine. Pour la première fois, je me suis permis d'imaginer un avenir différent, un avenir qui n'était pas défini par les limites de ma petite ville. L'année et demie suivante a été un travail acharné et incessant. J'ai étudié jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. J'ai suivi tous les cours de niveau avancé possibles. J'ai rédigé des dizaines de dissertations pour des demandes de bourse, versant mon histoire sur le papier, et cela a payé. À 17 ans, j'ai obtenu une bourse d'études complète à l'Université du Texas pour l'analyse de données. Le jour où la lettre d'acceptation est arrivée, ma mère et moi nous sommes simplement serrés dans les bras au milieu du salon et nous avons pleuré. C'était notre billet de sortie. Mais même avec les frais de scolarité couverts, l'université a été une lutte. J'étais livré à moi-même pour tout le reste, le loyer, les livres, la nourriture. J'ai cumulé 3 emplois pour rester à flot. J'étais commis de salle dans un restaurant universitaire, esquivant le café renversé tout en passant mentalement en revue des lignes de code. Le week-end, je travaillais comme commis aux archives dans un petit cabinet d'avocats, l'odeur du vieux papier et des livres juridiques poussiéreux restant à jamais gravés dans ma mémoire. La nuit, je nettoyais des bureaux, le mouvement monotone du nettoyage des tables me laissant le temps de réfléchir. J'étais toujours fatigué. Je vivais de café bon marché et de nouilles instantanées. Mais je ne me plaignais jamais. Chaque examen réussi, chaque projet terminé me semblait être une victoire. C'était la preuve que j'étais plus que mon passé. J'étais l'architecte de mon propre avenir et je le construisais étape par étape, de manière épuisante et rigoureuse. Obtenir mon diplôme universitaire a été comme remonter à la surface après avoir retenu mon souffle pendant 4 ans. J'avais mon diplôme, une pile de récompenses académiques et, surtout, une offre d'emploi dans une entreprise technologique à Austin. Déménager là-bas a été comme entrer dans une autre dimension. L'énergie de la ville, sa scène technologique en plein essor, c'était tout ce que mon ancienne vie n'était pas. C'était un nouveau départ, une page blanche. J'ai commencé comme analyste junior, au plus bas de l'échelle. Mais j'avais faim. Je me souvenais de la sensation d'un estomac vide, du froid d'une maison sans chauffage. Ce souvenir était mon carburant. J'ai tout investi dans mon travail. J'étais le premier arrivé au bureau et le dernier à en partir. J'ai pris en charge les projets dont personne d'autre ne voulait. J'étudiais le week-end, améliorant constamment mes compétences. En 5 ans, j'ai gravi les échelons jusqu'à un rôle de senior, dirigeant ma propre équipe et gagnant un salaire qui ressemblait à un gain de loterie par rapport à mon enfance. La promotion s'est accompagnée d'une augmentation de salaire importante, et la première chose que j'ai faite a été d'appeler ma mère. Dès que mes revenus se sont stabilisés, j'ai commencé à envoyer de l'argent chez moi. Au début, c'était 5 cents par mois, puis $1000. Je voulais donner à ma mère une paix qu'elle n'avait jamais eue.
Je voulais qu'elle cesse de s'inquiéter pour la prochaine facture, le prochain loyer. Je n'oublierai jamais le jour où je lui ai acheté une maison. Elle n'était pas immense, juste un petit cottage de 2 chambres avec un jardin à l'arrière dans un quartier calme, à quelques villes de là où nous vivions auparavant. J'ai pris l'avion pour l'Ohio afin de lui faire la surprise. Je me suis garé devant son immeuble exigu et je lui ai dit que je voulais l'emmener faire un tour en voiture. Quand nous sommes arrivés devant la petite maison bleue avec la barrière blanche, elle m'a juste regardé, confuse. « Elle est magnifique, Ronan », a-t-elle dit. « À qui est cette maison ?» J'ai sorti une clé de ma poche et je l'ai pressée dans sa main. « Elle est à toi, maman. » Le regard sur son visage est une chose que je chérirai pour le reste de ma vie. Les larmes ont coulé sur ses joues, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou d'épuisement. C'étaient des larmes de pure joie. Nous avons traversé les pièces vides, sa main effleurant les murs fraîchement peints. Quand nous sommes arrivés dans l'arrière-cour, elle s'est tenue au milieu de la pelouse, a fermé les yeux et a simplement respiré. « Tu sais, mon fils, a-t-elle dit d'une voix douce, tu m'as donné plus que ce que ton père m'a jamais pris. » Ce seul moment a rendu chaque nuit blanche, chaque sacrifice payant. C'était la réalisation d'une promesse silencieuse que je m'étais faite quand j'étais garçon, debout dans une cuisine froide, regardant une boîte de café vide. J'avais pris soin de ma mère. Nous étions en sécurité. Nous étions enfin, véritablement en sécurité. L'homme à ma porte, mon père, semblait plus vieux, bien sûr. Ses cheveux étaient plus fins et plus gris, et son visage était une carte routière de lignes que je ne pouvais pas déchiffrer. Mais la posture était la même, cette légère inclinaison arrogante de la tête, la confiance décontractée d'un homme qui croit que le monde lui doit quelque chose. Son nom était Silas. Pendant 23 ans, cela avait été un nom que je ne prononçais que dans ma tête, un mot qui avait le goût de la cendre. « Ronan » a-t-il dit, sa voix ayant un ton rauque que je reconnaissais à peine. Il a écarté les bras, un grand geste théâtral, comme s'il s'attendait à ce que je m'y jette. « Mon garçon, regarde-toi, tout grand. » Je n'ai pas bougé. Je suis resté là, sur le pas de la porte, le corps rigide, ma main serrant toujours la poignée. La jeune femme à côté de lui, ma demi-sœur, Kasha, a enfin levé les yeux de son téléphone. Elle m'a scanné de la tête aux pieds, ses yeux s'attardant sur mes vêtements, ma montre, une lueur de quelque chose ressemblant à du dédain ou à une évaluation traversant son visage avant qu'elle ne retourne à son écran. « Tu ne vas pas nous inviter à entrer ?» a demandé Silas, son sourire faiblissant légèrement face à mon silence. Mon esprit me criait de claquer la porte, de la verrouiller, de faire comme si cela ne se produisait pas. Mais une autre partie de moi, une petite partie stupide, était curieuse. Que voulait-il? Pourquoi maintenant? Après tout ce temps, contre mon propre jugement, je me suis écarté et je les ai laissés entrer. Ils sont entrés dans mon salon, et l'espace a immédiatement semblé étranger, contaminé. Ma paix si soigneusement préservée était brisée. Les yeux de Silas se sont promenés partout, observant les baies vitrées, les meubles modernes, le système audio coûteux. C'était le regard d'un prédateur évaluant sa proie. « Bel endroit que tu as là », a-t-il dit en passant une main sur le dossier de mon canapé en cuir. « Tu dois plutôt bien t'en sortir. J'ai toujours su que tu avais ça en toi. » L'hypocrisie de cette déclaration était stupéfiante. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais en moi. Il n'avait été là pour rien de tout cela. Kasha s'est affalée sur le canapé, posant ses baskets de marque sur ma table basse sans y penser à 2 fois. Le mot de passe du Wi-Fi, a-t-elle demandé, pas à moi en particulier, mais à la pièce en général. Je l'ai ignoré et j'ai regardé Silas. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé, ma voix plate et froide. Je n'allais pas jouer à des jeux. Son attitude charmante est revenue. Il s'est assis, se penchant en avant d'un air complice. « Te voir, mon fils. » Reconnecté. Un homme arrive à un certain âge, il commence à penser à la famille, aux erreurs qu'il a commises. « Tu m'as manqué, Ronan. » Vraiment. Ces mots étaient fluides, répétés. Ils ressemblaient à des répliques de films, creux et insincères. J'avais passé des années à imaginer ce moment, me demandant ce que je dirais, ce que je ressentirais. Je pensais que je ressentirais de la colère, de la rage. Mais tout ce que je ressentais était un étrange vide creux et un sentiment d'angoisse grandissant. Ce n'était pas une réunion de famille. C'était une invasion. Et j'avais le terrible pressentiment que ce n'était que le début.
Je ne leur ai rien proposé à boire. Je suis resté debout près du comptoir de la cuisine, les bras croisés, créant une barrière physique entre nous. J'avais besoin de garder mes distances pour garder les idées claires. Silas s'est lancé dans sa performance, une leçon de manipulation. Je sais ce que tu dois penser, a-t-il commencé, sa voix prenant un ton sombre et plein de regrets. Pourquoi je suis parti? Pourquoi je n'ai pas été là pour toi? Il a soupiré, un soupir lourd et dramatique. C'est une longue histoire, mon fils, une histoire compliquée. Ta mère et moi, nous n'étions tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Et la vérité, c'est que j'étais malade. Mes yeux se sont plissés. Malade? Très malade, a-t-il dit en hochant gravement la tête. Il a toussé, une petite toux sèche et délibérée dans son poing. Les médecins ne pensaient pas que j'en avais pour longtemps. Une maladie cardiaque rare. Je ne voulais pas que tu me voies dépérir. J'ai pensé que ce serait plus facile pour toi si je disparaissais tout simplement. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire, vous laisser, toi et ta mère. Cela m'a brisé. Il a dépeint l'image d'un héros tragique et sacrificiel, un homme qui s'était éloigné de sa famille pour leur propre bien. Il a affirmé avoir passé des années à lutter contre cette mystérieuse maladie, vivant dans la pauvreté, pensant toujours à moi. C'était une belle histoire, bien répétée, mais elle était pleine de failles. Et maintenant, ai-je demandé, ma voix dépourvue d'émotion. La maladie cardiaque? Oh, elle est. Elle est de retour, a-t-il dit en pressant une main sur sa poitrine comme sur commande. Pire qu'avant. Les médecins disent qu'il y a un traitement expérimental, mais le coût. Il est astronomique. Nous avons vendu tout ce que nous possédions. Pendant qu'il livrait son monologue, Kasha s'agitait impatiemment. Elle a laissé échapper un soupir exaspéré. Papa, tu peux en venir au fait? Je rate le final de la saison de ma série. Elle m'a regardé. On était à Canquin le mois dernier pour son anniversaire, et le Wi-Fi dans cet hôtel de luxe était terrible. J'espère que le tien est meilleur. Silence. L'air dans la pièce s'est figé. Silas lui a jeté un regard qui était de la pure haine. Il avait soigneusement construit cette image d'un homme indigent et mourant, et elle venait de la détruire d'un seul commentaire insouciant sur des vacances de luxe. Il s'est rétabli rapidement, forçant un sourire douloureux. Un cadeau, a-t-il dit en agitant une main dédaigneuse. De la famille de ma femme, un dernier voyage avant, enfin, tu sais. Il voulait que j'aie un dernier bon souvenir. Il a essayé de ramener la conversation sur sa santé défaillante, sa voix devenant plus désespérée, plus suppliante, mais le mal était fait. Le mensonge avait été exposé, aussi clair et évident que le logo de marque sur le sac à main de Kasha. Ma dernière once de doute s'est évanouie. Il ne s'agissait pas de renouer des liens. Il ne s'agissait pas de regrets. Il s'agissait d'argent. Il avait entendu dire que je réussissais et il était venu pour collecter, armé d'une histoire larmoyante et d'une complice gâtée et inconsciente. Une colère froide et dure a commencé à remplacer le vide en moi. Il n'était pas juste un étranger. C'était un escroc et j'étais sa prochaine cible. Quelques jours plus tard, après une série de SMS suppliants de Silas, j'ai accepté de les rencontrer. Non pas parce que je le croyais, mais parce que je voulais voir jusqu'où il pousserait cette mascarade. J'avais besoin de savoir exactement à quoi j'avais affaire. J'ai choisi un restaurant chic et animé du centre-ville, un espace public neutre où il ne pourrait pas faire de scène. Ils étaient déjà là quand je suis arrivé, assis à une table d'angle. Silas portait un blazer qui semblait un peu trop serré, essayant de projeter une image de réussite qui ne lui correspondait pas tout à fait. Kasha était sur son téléphone comme d'habitude, une expression d'ennui sur le visage. Je me suis assis et j'ai sauté les banalités. Tu as dit que tu voulais parler, alors parle. Le sourire de Silas était huileux. Droit aux affaires. J'aime ça. Tu tiens ça de moi, tu sais. Il s'est penché en avant, baissant la voix. Ronan, comme je te l'ai dit, je suis dans une situation désespérée. Les factures médicales s'accumulent. Je ne demanderai pas s'il y avait un autre moyen, mais tu es mon seul espoir. Combien, ai-je demandé. Il a pris une profonde inspiration, comme pour se donner du courage. Le traitement coûte $80 000. 80 000 $. Le chiffre est resté suspendu dans l'air entre nous. C'était une somme astronomique,
demandée avec un tel sentiment de droit naturel que cela m'a coupé le souffle avant même que je ne puisse la digérer. Kasha est intervenue, sans même prendre la peine de lever les yeux de son téléphone. « Et j'ai besoin d'une voiture », a-t-elle dit. « Je commence l'université au printemps, et je ne peux pas être vue en train de prendre le bus. Quelque chose de convenable, comme une Lexus. Et mon fond d'études semble un peu léger aussi. » Je l'ai regardé, puis j'ai regardé à nouveau Silas, mon incrédulité se transformant en une fureur froide. Il n'essayait même pas d'être subtil. C'était un chantage, pur et simple. « Alors, laissez-moi récapituler, » ai-je dit, ma voix dangereusement calme. « Tu veux 80 000 $ pour un faux traitement médical, plus une voiture de luxe et les frais de scolarité universitaire pour ta fille, que je connais depuis exactement 5 minutes. » Le masque du père désespéré de Silas a commencé à se fissurer. Ses yeux se sont durcis. « Ce n'est pas un faux traitement, et c'est ta sœur. C'est ce que fait la famille. Nous nous aidons les uns les autres. Tu es assis sur une montagne de cash, Ronan. J'ai tout entendu sur ton poste important, ton salaire élevé. Ça ne va pas te tuer d'en partager un peu. » Comment, ai-je demandé en me penchant en avant. Comment as-tu entendu parler de mon travail? Il a agité la main d'un geste dédaigneux. Le monde est petit. Les gens parlent. Mais ses yeux ont fuyant une seconde, signe révélateur d'un mensonge. J'ai regardé ces deux étrangers qui partageaient mon sang, mais rien d'autre. L'un était un menteur pathologique, l'autre une enfant gâtée. Ils étaient revenus dans ma vie, non pas avec des excuses ou des explications, mais avec une facture. Une facture pour une enfance que je n'avais jamais eue, pour un père que je n'avais jamais connu. La famille, ai-je répété, le mot ayant un goût de poison. Tu veux parler de famille? Où était cette famille quand ma mère cumulait 2 emplois pour nous garder un toit sur la tête? Où étais-tu quand je livrais des journaux dans la neige pour aider à payer les courses? J'ai repoussé ma chaise de la table. La réponse est non. Le visage de Silas s'est crispé de rage. Tu me dois, mon garçon, a-t-il sifflé, la voix basse et menaçante. Je t'ai donné la vie. Tu ne m'as rien donné, ai-je rétorqué, la voix montant. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné. Malgré toi, pas grâce à toi. J'ai jeté un billet de 100 $ sur la table pour couvrir le repas. Considère cela comme ma dernière contribution à la famille. Ne me recontactez plus jamais. Je suis sorti de ce restaurant le cœur battant dans la poitrine. C'était un mélange étrange de colère, de dégoût et d'un bizarre sentiment de soulagement. La confirmation finale et définitive que Silas n'avait pas changé du tout était libératrice d'une certaine manière. Il n'y avait plus de récits, plus de questions persistantes. Il était exactement la personne égoïste et manipulatrice dont je me souvenais. J'ai passé la journée suivante à essayer de chasser cela de mon esprit. Je suis allé travailler, me suis concentré sur mes projets, et je suis même allé boire une bière avec Léo après le travail. Je lui ai raconté une version épurée de l'histoire, disant simplement que mon père biologique était réapparu pour demander de l'argent. « Mec, c'est dur », a dit Léo en secouant la tête. Certaines personnes n'ont pas de honte. Coupe simplement les ponts. Tu ne lui dois rien. Son conseil simple et direct était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Il avait raison. Je ne devais rien à Silas. J'ai décidé sur le champ de bloquer son numéro et de continuer ma vie. Mais cela n'allait pas être si facile. Le lendemain après-midi, l'interphone de mon appartement a retenti. C'était encore eux. Quelle partie de eux ne me recontactait plus jamais n'as-tu pas comprise? Ai-je lancé dans l'interphone. Ronan, s'il te plaît, juste 5 minutes, a supplié la voix de Silas. Nous voulons juste parler, nous excuser pour la façon dont les choses se sont passées hier. Je savais que c'était un mensonge. Je savais que je devrais simplement raccrocher, mais je savais aussi qu'ils ne partiraient pas. Ils allaient probablement rester dans le hall d'entrée à faire une scène. Agacé et voulant en finir, je les ai fait monter. Dès qu'ils ont franchi le seuil de mon appartement, l'atmosphère a changé. L'attitude suppliante avait disparu. Le visage de Silas était un masque dur de ressentiment. Kasha semblait encore plus boudeuse que d'habitude. Tu m'as embarrassé hier, a craché Silas, sans même prendre la peine de dire bonjour. Dans un lieu public. Après tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai ri, un rire court et sans humour.
Fait pour moi? Tu m'as abandonné. Tu as volé ma mère. Tu n'as rien fait. Son visage s'est tordu dans un ricanement hideux. Je t'ai donné ton ambition, mon garçon. Si j'étais resté à te couver, tu ne serais rien. Tu serais un raté, tout comme ton vaurien de mère travaillant dans un restaurant de frites gras pour des pourboires. L'insulte envers ma mère a touché une corde sensible. Ne t'avise plus jamais de parler d'elle, ai-je dit, ma voix descendant à un niveau dangereusement bas. J'ai fait un pas vers lui. Elle s'est usée les doigts jusqu'à l'os pour me donner une vie que tu étais trop lâche pour offrir. Elle vaut 10 fois plus que toi. Kasha, qui était restée silencieuse, a soudain ricané. S'il te plaît, c'est une vieille femme fauchée dans une maison minuscule. On l'a vue sur Zillow. Mon père a été intelligent de s'en aller quand il l'a fait. C'était la goutte d'eau. La cruauté froide et calculée de trop. Ils n'étaient pas seulement venus pour de l'argent. Ils étaient venus pour détruire tout ce que je considérais comme sacré. Sortez, ai-je dit, ma voix tremblant de rage. J'ai pointé la porte du doigt. Sortez de chez moi maintenant avant que j'appelle la police. Les yeux de Silas se sont agrandis une seconde, un éclair de surprise, peut-être même de peur, mais il a été rapidement remplacé par une fureur froide. Tu le regretteras, Ronan, a-t-il averti, sa voix n'étant plus qu'un sifflement bas. Tu te crois si haut et si fort dans ta tour de verre, mais les gens dans les tours de verre sont très faciles à briser. Tu n'as aucune idée de qui tu as affaire. Il a attrapé le bras de Kasha et est sorti en trombe, claquant la porte derrière eux. La menace est restée suspendue dans l'air, lourde et empoisonnée. Je suis resté là, tremblant, non pas de peur, mais d'une rage si profonde qu'elle semblait prête à me consumer de l'intérieur. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était une guerre. Après leur départ, un silence angoissant est tombé sur l'appartement. Il semblait souillé, violé. J'ai traversé les pièces, une sensation étrange d'inquiétude me parcourant l'échine. Quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas mettre le doigt dessus, mais la sensation était indéniable. Je suis allé dans mon bureau à domicile, une petite pièce où je gardais mon ordinateur personnel et mes dossiers de travail. C'est là que je l'ai vu. Mon ordinateur portable, que je laissais toujours fermé et en veille, était ouvert. L'écran était allumé, affichant mon bureau. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac. Je ne le laissais jamais ouvert, jamais. Mon esprit est revenu en arrière. Était-il venu ici auparavant? Non. C'était impossible. Puis la vérité m'a frappé. Le premier jour où ils sont venus. Je les avais laissés dans le salon pendant une minute quand je suis allé à la cuisine pour chercher un verre d'eau, leur tournant le dos. C'était seulement pour une minute, peut-être moins, mais cela avait suffi. Les mains tremblant légèrement, je me suis assis à mon bureau. J'ai vérifié l'historique du navigateur. Il y avait des recherches pour le conseil d'administration de mon entreprise, pour mes profils de réseaux sociaux, et mon cœur a sombré, pour des banques locales d'Austin. Ensuite, j'ai ouvert l'explorateur de fichiers. La liste des fichiers récents montrait que plusieurs documents avaient été ouverts, déclarations de revenus, état d'investissement, fiches de paie. Ils avaient tout passé en revue. J'ai ressenti une vague de nausée. L'invasion de la vie privée était si profonde, si absolue. C'était comme s'il s'était introduit dans ma vie et avait fouillé dans ses recoins les plus intimes. Ce n'était pas juste un coup de main désespéré pour de l'argent. C'était une opération de collecte de renseignements calculés. J'ai alors décidé de vérifier mon système de sécurité domestique. J'avais une petite caméra dans le salon, principalement pour quand j'étais hors de la ville. J'ai fait défiler les enregistrements de la première visite. Et elle était là, la séquence montrant le moment où j'entrais dans la cuisine. Kasha, rapide comme un serpent, s'était levé et s'était glissé dans mon bureau. Silas s'était levé et s'était positionné de manière à bloquer l'embrasure de la porte, faisant semblant d'admirer une œuvre d'art sur le mur, faisant le guet. J'ai regardé, le sang se glaçant dans mes veines, tandis que la vidéo montrait Kasha à mon bureau, ses doigts volant sur mon clavier. Elle était entrée et ressortie en moins de 45 secondes. Elle savait exactement ce qu'elle cherchait. Ce n'était pas une idée de dernière minute. C'était planifié. La prise de conscience m'a frappé comme un coup physique. Ils étaient venus chez moi sous le couvert d'une réunion de famille avec la seule intention de fouiller mes données financières. Chaque mot dit par Silas, le regret,
la maladie, les demandes de connexion, tout cela était un mensonge, une performance soigneusement construite pour me distraire pendant que sa fille fouillait ma vie. La colère que j'avais ressentie auparavant n'était rien en comparaison de cela. C'était une fureur d'un autre genre, froide, claire et absolue. Ils ne m'avaient pas seulement insulté ou essayé de me culpabiliser. Ils avaient conspiré contre moi. Ils avaient violé non seulement ma maison, mais le tissu même de la vie que j'avais construite. J'ai sauvegardé la vidéo de sécurité sur un disque sécurisé. Ce n'était plus un différend familial. C'était une preuve. La vidéo de sécurité était accablante, mais j'avais le sentiment écœurant qu'il y avait autre chose. Comment savait-il où chercher? Comment en savait-il autant sur moi pour commencer leur recherche? La phrase utilisée par Silas me revenait en tête, j'ai tout entendu sur ton poste important. Ce n'était pas juste une supposition chanceuse. Je me suis assis devant mon ordinateur, mon esprit désormais en mode d'analyste complet, passant en revue les possibilités. Ils avaient dû recevoir un tuyau, mais de qui? J'avais très peu de liens avec mon ancienne vie dans l'Ohio, et aucun d'eux ne connaissait les détails de ma situation financière. Guidé par une intuition, j'ai commencé à creuser plus profondément dans mon propre historique numérique. Je me suis connecté à mon compte de messagerie secondaire, celui que j'utilisais rarement, principalement pour les courriers indésirables, et c'est là que je l'ai trouvé. Enfoui dans le dossier de spam se trouvait un email datant d'il y a des mois. L'objet était anodin, suivi. L'expéditeur était une adresse email que je ne reconnaissais pas. J'ai failli le supprimer, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. L'email était court, « Bonjour, je suis un ancien collègue de Silas de l'époque où il était dans l'Ohio. Il a mentionné qu'il essayait d'entrer en contact avec son fils, Ronan, qui, je crois, travaille dans votre entreprise. J'ai trouvé ces informations dans un annuaire public et j'ai pensé que cela pourrait être utile. » En pièce jointe se trouvait un seul fichier. Ma main a tremblé pendant que je le téléchargeais et l'ouvrais. C'était un PDF, un annuaire interne non public des employés d'une entreprise partenaire avec laquelle ma firme collaborait fréquemment. Et là, à la page 27, figurait mon nom, mon titre de poste et ma tranche de salaire estimée. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Ce n'était pas un hasard. Silas planifiait cela depuis des mois. Il avait méthodiquement contacté d'anciens contacts, tirant parti d'une histoire de père essayant de renouer avec son fils pour obtenir par ingénierie sociale des informations sensibles sur moi. Ce n'était pas seulement un escroc opportuniste. C'était un manipulateur méticuleux. Mais qui était cet ancien collègue? J'ai fait une recherche inversée sur l'adresse email. Le nom qui est apparu était celui de quelqu'un dont je me souvenais vaguement, un homme qui avait travaillé brièvement avec Silas dans une entreprise de construction avant que Silas ne soit licencié pour vol de matériel. C'était un complice. Cette découverte changeait tout. Elle redéfinissait toute leur visite. La fausse maladie, les histoires larmoyantes, tout cela faisait partie d'un complot calculé, construit sur une base d'informations obtenues illégalement. Ils étaient venus à ma porte armés de mes données salariales, prêts à jouer n'importe quel rôle pour en obtenir une part. J'ai ressenti un profond sentiment de violation, bien plus profond que le simple fait d'avoir vu mes fichiers consultés. Mon succès, quelque chose pour lequel j'avais tant travaillé, avait été transformé en cible sur mon dos. Silas ne m'avait pas trouvé par hasard. Il m'avait traqué. Je me suis adossé à ma chaise, la lueur du moniteur éclairant la pièce sombre. La colère était toujours là, une pierre froide et dure dans mon estomac. Mais maintenant, elle s'accompagnait d'autre chose, de la clarté. Je savais exactement à quoi m'en tenir, et je savais exactement ce que je devais faire. Je n'allais pas être une victime. J'allais me battre et j'allais utiliser les mêmes outils qu'ils avaient utilisés contre moi, l'information et la stratégie. Le lendemain matin, je ne suis pas allé travailler. J'ai appelé en disant à mon patron que j'avais une urgence familiale grave, ce qui n'était pas un mensonge. Mon premier appel a été pour ma mère. Je lui ai tout dit, la réapparition de Silas, les mensonges, les exigences financières et l'invasion de ma vie privée. Sa réaction a été d'une tristesse calme et lasse. « Je suis tellement désolé, Ronan » a-t-elle chuchoté, la voix brisée. « J'espérais que tu n'aurais plus jamais à le revoir. Il ne change pas. Il ne sait que prendre. »« Ce n'est pas ta faute, maman » ai-je dit, ma voix ferme. « Mais je ne vais pas le laisser faire. Je m'en occupe. »
Mon appel suivant a été pour un avocat. Je ne voulais pas d'un simple avocat de famille de petite ville. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenait le harcèlement et la cybercriminalité. J'ai trouvé un cabinet de premier plan à Austin et j'ai programmé une consultation d'urgence avec un associé nommé Monsieur Bennett. Le bureau de Monsieur Bennett se trouvait au 30e étage d'un gratte-ciel du centre-ville, un monde à part du chaos de ma vie. C'était un homme pointu, pragmatique, dans la soixantaine, avec des yeux qui semblaient lire en vous. J'ai tout étalé sur sa table en acajou poli, une copie imprimée de l'email contenant mes informations salariales, une clé USB avec la vidéo de la caméra de sécurité et des captures d'écran des fichiers récents ouverts sur mon ordinateur. Il a écouté attentivement, sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé à son fauteuil et a joint ses doigts. « Monsieur Foster », a-t-il dit d'une voix calme et mesurée. « Ce n'est pas une simple querelle de famille. C'est un schéma clair de harcèlement, de conspiration et d'accès illégal à des informations privées. Ils n'ont pas seulement franchi une ligne, ils l'ont franchi d'un bond de géant. Sa confiance était exactement ce dont j'avais besoin. Il a exposé un plan. La première étape était immédiate et agressive, une ordonnance de protection temporaire. Nous la déposerons cet après-midi, a-t-il dit. Compte tenu de vos preuves, en particulier de la vidéo, un juge l'accordera presque certainement. Cela leur interdira légalement de vous contacter, de s'approcher de votre domicile ou de votre lieu de travail. Le processus était épuisant. J'ai dû rédiger une déclaration détaillée, racontant chaque interaction, chaque menace. C'était comme revivre tout le cauchemar. Mais avec Monsieur Bennett pour me guider, j'y suis parvenu. 2 jours plus tard, nous étions devant un juge. Silas et Kasha étaient là, l'air perplexe et indigné. Silas a essayé de jouer la victime, disant au juge qu'il n'était qu'un père inquiet essayant de voir son fils. Monsieur Bennett a alors diffusé la vidéo de sécurité sur un grand écran dans la salle d'audience. La vidéo montrant Silas faisant le guet pendant que Kasha fouillait mon bureau. La salle d'audience est restée silencieuse. Le visage de Silas est devenu livide. Le juge n'a pas hésité. Il a accordé l'ordonnance de protection temporaire et a fixé une date d'audience pour la rendre permanente. Alors que nous quittions le tribunal, Silas m'a lancé un regard noir, ses yeux remplis d'une haine venimeuse. Il n'a pas dit un mot, mais son expression était claire, ce n'était pas fini. J'ai ressenti un soulagement, mais il était fragile. L'ordonnance de protection était un morceau de papier, un bouclier juridique. Mais je savais que cela n'arrêterait pas un homme comme Silas. Cela ne ferait que le rendre plus en colère et plus déterminé. J'avais construit une forteresse de loi autour de moi, mais j'avais le sentiment que la guerre ne faisait que commencer. Pendant quelques semaines, il y eut le silence. Un silence béni et merveilleux. L'ordonnance de protection permanente a été accordée sans problème. Silas et Kasha ne se sont même pas présentés à l'audience finale. J'ai commencé à me détendre. J'ai changé les serrures de mon appartement, amélioré mon système de sécurité et mis des alertes sur tous mes comptes financiers. Je pensais les avoir éliminés avec succès de ma vie, comme un chirurgien retirant une tumeur. Je pensais avoir gagné. Je me trompais. L'attaque, lorsqu'elle est survenue, est venue d'une direction à laquelle je ne m'attendais pas. Elle n'était pas dirigée contre mon portefeuille. Elle visait ma vie entière. Cela a commencé subtilement. Un projet que je dirigeais au travail a soudainement rencontré des obstacles avec un autre service. Un collègue avec qui j'étais amical a commencé à se montrer distant, évitant mon regard dans le couloir. Puis mon patron, un homme nommé Frank, qui avait toujours été mon plus grand soutien, m'a appelé dans son bureau pour un entretien non planifié. L'ambiance était tendue. Frank, d'ordinaire détendu et ouvert, semblait mal à l'aise. Il déplaçait des papiers sur son bureau, évitant mon regard. « Ronan » a-t-il commencé d'une voix formelle. « Nous avons reçu des courriers préoccupants concernant ton emploi ici. » Mon sang s'est glacé. « Des courriers ? De quoi parles-tu » Il a fait glisser une feuille de papier sur le bureau. C'était l'impression d'un email anonyme. J'ai lu les premières lignes et mon estomac s'est noué. L'email était une œuvre de fiction, un chef-d'œuvre de calomnie malveillante. Il affirmait que j'avais falsifié mes diplômes sur mon CV. Il prétendait que j'avais des antécédents de comportement instable et que j'avais été licencié d'un emploi précédent pour espionnage industriel. Il me peignait comme un imposteur dangereux,
une menace pour l'entreprise. Il y en a eu plusieurs de ce genre, a dit Franck, la voix lourde, envoyée à divers membres de la Direction générale et des ressources humaines, tous à partir de comptes anonymes différents. J'étais sans voix. Mon esprit était en plein désarroi, mais je savais avec une certitude absolue qui était derrière cela, Silas. C'était sa vengeance. N'ayant pas pu obtenir mon argent, il essayait de détruire ma carrière, le fondement même de la vie que j'avais construite. Sa menace dans mon appartement résonnait dans mes oreilles, les gens dans les tours de verre sont très faciles à briser. Franck, ce ne sont que des mensonges, ai-je dit, ma voix tremblant d'un mélange de rage et de panique. C'est mon père biologique. J'ai une ordonnance de protection contre lui. Il fait ça pour se venger. Franck a levé la main. Je te crois, Ronan, ou du moins je veux te croire. Tu as été un employé exemplaire, mais tu dois comprendre notre position. Ce sont des accusations graves. Nous devons enquêter. Conformément à la politique de l'entreprise, jusqu'à ce que ce soit résolu, je dois te placer en congé administratif payé. Congé administratif. Les mots ont été comme un coup de poing dans l'estomac. C'était un purgatoire d'entreprise. On me renvoyait chez moi, mis sur la touche, pendant que l'entreprise enquêtait sur ces allégations infondées. J'ai dû rendre mon ordinateur portable professionnel et mon badge de sécurité. En sortant du bâtiment, portant mes affaires personnelles dans une boîte en carton comme un vulgaire criminel, j'ai senti les regards de mes collègues peser sur moi. En quelques jours, Silas avait transformé mon sanctuaire en prison et ma réputation en poussière. Je suis rentré chez moi en voiture, hébété. La forteresse juridique que j'avais construite était inutile contre ce genre d'attaque. Comment combat-on un fantôme? Comment réfuter-on un mensonge qui se propage comme du poison? Il avait trouvé ma plus grande vulnérabilité. Il savait que ma carrière était tout pour moi et il essayait de la réduire en cendres. Je me suis assis dans mon appartement silencieux, les lumières de la ville scintillant dehors. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis senti totalement, désespérément vaincu. Les premières 48 heures de mon congé administratif ont été parmi les plus sombres de ma vie. Je faisais les 100 pas dans mon appartement comme un animal en cage, une tempête de fureur et d'impuissance faisant rage en moi. Je me sentais impuissant. Silas était un fantôme, caché derrière des adresses e-mail anonymes, et j'étais coincé dans les limbes, incapable de me défendre. Mes amis m'appelaient, mais je les ignorais. Ma mère m'appelait, et je lui donnais des réponses vagues et rassurantes, ne voulant pas qu'elle s'inquiète. Je restais simplement assis dans le noir. Le silence de mon appartement était un rappel moqueur de mon isolement. Puis, le troisième jour, quelque chose a changé. Je fixais mon ordinateur portable personnel, celui que Kasha avait fouillé, lorsqu'une étincelle d'idée a jailli dans l'obscurité. J'étais analyste de données. Toute ma carrière reposait sur la recherche de modèles, la découverte de vérités et la traçabilité des informations jusqu'à leur source. Pourquoi restais-je assis ici comme une victime alors que j'avais les compétences pour me battre? Silas pensait être malin en utilisant des comptes anonymes, mais le monde numérique laisse toujours des empreintes. Toujours. Une nouvelle énergie m'a envahi. Non pas la rage brûlante d'avant, mais une détermination froide et concentrée. J'ai transformé mon appartement en centre de commandement. J'ai préparé une grande cafetière, mis de la musique instrumentale pour m'aider à me concentrer et je me suis mis au travail. Mon entreprise m'avait, pour des raisons juridiques, fourni des copies des emails anonymes. C'était mon point de départ. J'ai commencé par analyser les entêtes des emails. Pour une personne normale, c'est juste un bloc de jargon technique. Pour moi, c'était une carte au trésor. J'ai commencé à retracer le chemin emprunté par chaque email à travers les serveurs Internet. La plupart des premiers avaient été envoyés via des VPN courants, masquant leur véritable origine. Ils couvraient ces traces. Mais j'ai fini par trouver une erreur. L'un des emails ultérieurs, envoyé peut-être dans un accès de colère, avait une origine moins sécurisée. L'entête contenait une adresse IP réelle, non masquée. Une adresse IP est un identifiant unique pour une connexion Internet, comme une empreinte numérique. J'ai passé l'adresse IP dans une base de données de géolocalisation. Le résultat est apparu sur mon écran, un petit café indépendant appelé The Daily Grain, dans une ville juste à l'extérieur de Houston, là où je savais que Silas vivait. C'était une piste, mais ce n'était pas suffisant.
Une adresse IP provenant d'un lieu public pouvait appartenir à n'importe qui. J'avais besoin de la relier directement à lui ou à Kasha. J'ai commencé à réfléchir à sa complice, sa fille. Kasha était jeune, arrogante et vivait sa vie en ligne. J'ai trouvé ses profils publics de réseaux sociaux facilement. Son compte Instagram était un flux organisé de selfies, de repas coûteux et de plaintes d'ennuis. J'ai commencé à faire défiler méticuleusement des mois de ses publications, croisant les dates et les heures avec les emails reçus par mon entreprise. Et c'est là que j'ai trouvé une publication datant de 3 semaines. C'était un selfie d'elle tenant un café latte ridiculement cher, boudant face à la caméra. La légende disait, coincé à faire des courses avec mon père. Trop ennuyeux. Au moins le café ici est correct. J'ai vérifié l'horodatage de la publication. Elle avait été envoyée à 14h17 un mardi. J'ai vérifié l'horodatage de l'email contenant l'adresse IP non masquée. Il avait été envoyé à 14h23 le même mardi, depuis le même café. J'ai zoomé sur la photo. Dans le reflet de ses lunettes de soleil, floues mais indubitables, se trouvait l'image d'un homme assis en face d'elle, penché sur un ordinateur portable. Un homme aux cheveux gris clairsemés portant un blazer à l'allure familière. Silas. Mon cœur a martelé ma poitrine. Je les tenais. C'était la preuve numérique irréfutable. C'était une preuve concrète qui les reliait directement à la campagne de calomnie. Il pensait être un fantôme, mais il n'en avait aucune idée. Je n'allais pas seulement blanchir mon nom, j'allais l'enterrer sous la vérité. Armé de mes preuves, j'ai appelé Monsieur Bennett. Quand je lui ai expliqué ce que j'avais trouvé, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Ronan, a-t-il fini par dire, avec une pointe d'admiration sincère dans la voix. Ce n'est pas seulement du bon travail, c'est brillant. Cela change tout. Ce n'est plus seulement une affaire de harcèlement. C'est de la diffamation écrite, de la calomnie et de l'ingérence délictuelle. Nous pouvons les détruire avec ça. Il a suggéré que nous les poursuivions en justice jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Mais j'avais une idée différente. Un procès serait long, public et désordonné. Je ne voulais pas leur donner la satisfaction de traîner mon nom dans la boue plus longtemps. Je voulais une fin rapide et décisive. Je voulais voir le regard sur son visage quand il réaliserait qu'il avait été surpassé. Je veux organiser une rencontre, ai-je dit à Monsieur Bennett, en votre présence. Je veux lui montrer mes preuves et lui donner un ultimatum. Monsieur Bennett a hésité au début, mais il a vu la froide détermination dans mes yeux et a accepté. Il a envoyé une lettre officielle à Silas et Kasha, les convoquant à son cabinet pour une médiation concernant des affaires juridiques récentes. Je suis sûr qu'il pensait qu'il s'agissait de l'ordonnance de protection, qu'il pouvait simplement l'ignorer ou s'en sortir par des mensonges. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. 2 jours plus tard, j'étais assis dans la salle de conférence de Monsieur Bennett, celle qui offrait une vue panoramique sur la ville. Je me sentais étrangement calme. La peur et l'impuissance avaient disparu, remplacées par une certitude glaciale. Monsieur Bennett était assis à mes côtés, un dossier épais contenant mes preuves posées sur la table devant lui. Silas et Kasha sont entrés, dégageant une aura d'arrogance provocatrice. Silas m'a regardé avec un mépris total. De quoi s'agit-il, a-t-il demandé en regardant Monsieur Bennett. Nous n'avons rien à lui dire. Monsieur Bennett n'a pas dit un mot. Il a simplement ouvert le dossier, l'a tourné et l'a poussé de l'autre côté de la table. Au-dessus se trouvait une impression papier glacé de la publication Instagram de Kasha. À côté se trouvait une impression de l'email anonyme avec l'horodatage et l'adresse IP surlignée. Et en dessous, une photo zoomée et améliorée du reflet de Silas dans les lunettes de soleil de Kasha. J'ai observé leur visage pendant qu'ils assimilaient ce qu'ils voyaient. La mâchoire de Kasha s'est relâchée, le visage pâle. Silas a fixé les photos, son sourire arrogant s'effaçant pour faire place à un regard de choc pur et absolu. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Le chasseur venait de réaliser qu'il était tombé dans un piège. Comment, a-t-il chuchoté, ce seul mot étant à peine audible. Tu n'es pas le seul à savoir comment trouver des choses, ai-je dit, ma voix calme et froide. Tu as envoyé une 12aine de mails à mon employeur, remplis de mensonges, pour essayer de ruiner ma vie. Tu as violé une ordonnance de protection en me harcelant par l'intermédiaire d'un tiers. Tu as commis une diffamation écrite. Monsieur Bennett pense que nous avons un dossier très solide. Silas était sans voix.
Il a juste fixé les preuves, réfléchissant, comprenant enfin l'ampleur de son erreur de calcul. Alors, voici le marché, ai-je continué en me penchant en avant. Vous avez deux options. Option A, nous sortons de cette pièce et Monsieur Bennett dépose une plainte de plusieurs millions de dollars contre vous pour diffamation et dommages-intérêts. Nous soumettrons toutes ces preuves. Nous gagnerons. Vous serez ruiné financièrement pour le reste de votre vie. Option B, tu signes une confession juridiquement contraignante admettant tout ce que tu as fait. Tu déclareras par écrit que chaque accusation que tu as portée contre moi était un mensonge malveillant. Tu accepteras de ne plus jamais nous contacter, ma famille ou moi, sous quelque forme que ce soit. Si tu le fais, la confession sera déposée au tribunal et tu iras en prison. Vous avez 5 minutes pour décider. Je me suis adossé à ma chaise. Le rapport de force dans la pièce s'était complètement inversé. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la victime. J'étais aux commandes. Le silence dans cette salle de conférence était absolu. Silas fixait simplement les papiers, son visage étant un masque d'incrédulité et de fureur. Il avait été si sûr de lui, si confiant dans sa propre ruse. Maintenant, il était acculé, démasqué et impuissant. Kasha était au bord des larmes, regardant son père comme si elle le voyait pour la première fois, non pas comme un cerveau rusé, mais comme un raté pathétique qui l'avait entraîné dans un désastre. C'est du chantage, a fini par croasser Silas, la voix enrouée. Monsieur Bennett a pris la parole pour la première fois, son ton étant comme de la glace. Non, monsieur. C'est une offre de règlement. Le chantage, c'est ce qu'on fait avec des mensonges. C'est ce que nous faisons avec la vérité. Il vous reste 3 minutes. Je pouvais voir le combat faire rage dans les yeux de Silas. Sa fierté se battait contre son instinct de conservation, mais à la fin, sa lâcheté a gagné. Il savait qu'il était battu. Il savait que je le tenais à la gorge. D'une main qui tremblait de rage, il a pris le stylo que Monsieur Bennett avait posé sur la table. Où dois-je signer, a-t-il marmonné, les mots ayant le goût de la défaite. Il a signé la confession. Kasha, sanglotant doucement, a signé en tant que témoin. Le document était un aveu complet de sa campagne de calomnie, un compte rendu détaillé de ses mensonges malveillants, le tout conçu pour me faire licencier par vengeance. C'était son humiliation ultime, écrite et signée de sa propre main. Monsieur Bennett a pris le document signé et en a fait une copie. Il m'en a remis une. C'est fait, a-t-il dit. Silas et Kasha se sont levés pour partir. Silas refusait de me regarder. Alors qu'il passait devant moi, il s'est arrêté un instant. Tu te crois si malin, a-t-il sifflé, la voix étant à peine un murmure. Non, ai-je répondu en le regardant droit dans les yeux. J'ai juste appris du meilleur. Tu m'as appris que le monde peut être un endroit cruel. Alors, j'ai appris à être assez fort pour y faire face. Adieu, Silas. Ils sont sortis du bureau et de ma vie pour toujours. Je me suis tenu à la fenêtre, tenant la confession signée, et j'ai regardé la ville. Un poids énorme, dont je n'avais même pas réalisé que je le portais, s'est envolé de mes épaules. C'était fini. Vraiment fini. Le lendemain, je suis entré dans le bureau de mon patron, Frank, et j'ai posé la confession signée sur son bureau. Il l'a lue, ses yeux s'agrandissant à chaque phrase. Quand il a eu fini, il a levé les yeux vers moi, le visage marqué par un mélange de choc et de remords. « Ronan, je suis tellement désolé, a-t-il dit. Nous n'aurions jamais dû douter de toi. J'ai été immédiatement réintégré. L'entreprise a publié des excuses officielles et, 2 semaines plus tard, en guise de preuve supplémentaire de leur confiance en moi, ils m'ont proposé une promotion importante, celle pour laquelle je travaillais depuis 1 an. La justice n'avait pas seulement été rendue, elle avait été livrée avec intérêt. J'avais affronté les fantômes de mon passé, je les avais combattus selon mes propres termes et j'avais gagné. Merci d'être resté avec moi jusqu'à présent. S'il vous plaît, montrez votre soutien en aimant cette vidéo et en tapant 1 dans les commentaires ci-dessous. Cela me permet de savoir que vous m'avez donné un j'aime et que vous êtes ici avec moi dans ce voyage. Votre encouragement est une immense source de motivation. Commentez le chiffre ci-dessous et restez avec moi alors que je poursuis mon histoire. Après la tempête, il y eut le calme, un genre de paix profonde et sereine que je n'avais jamais connu auparavant. Le monde semblait plus lumineux, l'air plus pur. Silas et Kasha étant définitivement hors de ma vie et mon nom étant blanchi au travail,
j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. La promotion a été un tournant. Elle s'accompagnait de plus de responsabilités et d'une nouvelle équipe à gérer, ce qui m'a forcé à m'engager et à me connecter avec mes collègues d'une manière que je n'avais pas faite auparavant. L'épreuve avait curieusement brisé les murs que j'avais construits autour de moi. Mes collègues, m'ayant vu blanchi, me traitaient avec un nouveau niveau de respect et de chaleur. Les chuchotements et les regards en biais ont été remplacés par des sourires et des invitations à déjeuner. Léo, Maya et Ben étaient bien sûr ravis et m'ont organisé une petite fête de retour dans mon appartement. Nous avons commandé des pizzas, bu de la bière bon marché et, pour la première fois, je leur ai raconté toute l'histoire sans phare. Voir le soutien indéfectible dans les yeux de mes amis m'a fait réaliser que je n'étais pas aussi seul que je l'avais toujours pensé. Mais je savais que gagner la bataille n'était pas la même chose que guérir les blessures. La colère et le ressentiment s'étaient apaisés, mais des décennies de douleur avaient laissé des cicatrices profondes. Sur la recommandation d'un collègue de confiance, j'ai commencé à voir un thérapeute, un homme attentionné nommé Dr Alistair Finch. Nos premières séances ont été difficiles. J'avais l'habitude de tout intérioriser, de régler les problèmes par la logique et l'analyse, parler de sentiments me semblait étrange et inconfortable. Mais le docteur Finch a été patient. Il m'a aidé à démêler le tas d'émotions contradictoires laissées par l'abandon de son père et sa récente réapparition. « Tu as passé toute ta vie en mode survie, Ronan », m'a-t-il dit lors d'une séance. « Tu as construit une armure pour te protéger quand tu étais enfant, et elle t'a bien servi. Mais maintenant, tu es en sécurité. Tu n'as plus besoin de cette armure. Il est temps d'apprendre à la poser. » Au fil des mois de travail, j'ai commencé à comprendre. J'ai appris que ma quête incessante de succès n'était pas seulement une question d'ambition. C'était une tentative de prouver ma valeur à un père qui m'avait fait me sentir inutile. J'ai appris à séparer ma propre valeur de mon salaire ou de mon titre de poste. J'ai commencé à pardonner au garçon de 9 ans qui n'avait pas pu empêcher son père de partir. Inspiré par mon propre parcours, j'ai décidé de faire plus. J'ai utilisé une partie de ma prime de promotion pour créer un petit fonds de bourse d'études dans mon ancien lycée. Il a été nommé d'après ma mère, le Foster Opportunity Grant, dédié à aider les enfants issus de familles monoparentales à faible revenu à prendre de l'avance pour l'université. C'était ma façon de transformer ma douleur en but, de m'assurer que d'autres enfants qui commençaient sans rien sachent qu'ils n'étaient pas invisibles. Je me réappropriais mon histoire, non pas comme une tragédie d'abandon, mais comme un témoignage de résilience. Et pour la première fois, je me sentais vraiment libre. Environ 1 an après la confrontation finale, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, avec un indicatif régional de l'Ohio. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Ronan », a dit une voix hésitante à l'autre bout du fil. « C'est Orson, ton oncle, le frère cadet de Silas. » Je n'avais pas parlé à mon oncle Orson depuis plus de 20 ans. C'était un homme calme et honnête qui avait toujours été éclipsé par son frère aîné dominateur. Nous avions échangé quelques cartes de vœux après le départ de Silas, mais nous avions fini par perdre le contact. « Oncle Orson », ai-je dit, surpris. « Cela fait longtemps. Est-ce que tout va bien ?» Il y a eu un lourd soupir à l'autre bout de la ligne. « Pas vraiment, mon fils. Pas pour Silas, en tout cas. J'ai pensé que tu devais le savoir. » Il a continué en me racontant ce qui s'était passé après que Silas et Kasha eurent quitté le bureau de Monsieur Bennett en disgrâce. Leur monde s'était complètement effondré. La seconde épouse de Silas, la mère de Kasha, était une femme qui accordait de l'importance aux apparences et à l'argent par-dessus tout. Quand elle a découvert son projet raté et les ennuis juridiques dans lesquels il se trouvait, elle a été furieuse. Non pas parce qu'il avait été cruel ou malhonnête, mais parce qu'il avait échoué. Il n'était plus un atout, il était un fardeau. Elle a demandé le divorce et l'a jeté hors de la maison. Kasha, qui avait été élevée dans un monde de privilèges et de droits, n'avait aucune loyauté envers un père qui ne pouvait plus financer son mode de vie. Selon Orson, elle s'était rangée du côté de sa mère pendant le divorce, assurant son propre avenir financier et coupant complètement les ponts avec Silas. Elle avait abandonné l'université et vivait désormais de l'accord financier de sa mère, publiant des photos depuis des yachts et des clubs exclusifs sans jamais mentionner son père. « Et Silas ?» ai-je demandé, avec un détachement étrange dans la voix. « Ce n'est pas un joli tableau », a dit Orson. « Il a tout perdu. La maison, l'argent.
Il vit dans un motel bon marché à la périphérie de la ville. Sa santé. Cette histoire qu'il t'a racontée sur sa maladie cardiaque, c'est ironique, mais le stress de tout cela semble l'avoir rendu réel. Il est vraiment malade maintenant et il est tout seul. Personne ne veut rien avoir à faire avec lui après que la vérité sur ce qu'il t'a fait s'est propagée. J'ai écouté l'histoire et je n'ai ressenti ni joie ni satisfaction. Je n'ai pas ressenti de jubilation. J'ai juste ressenti du néant, un vide profond et total là où se trouvait ma colère auparavant. C'était la confirmation finale qu'il ne faisait plus partie de mon paysage émotionnel. Son destin était le résultat direct de ses propres choix. C'était la conclusion logique d'une vie construite sur l'avidité et le mensonge. Il avait semé le vent et maintenant il récoltait la tempête. Le karma, je suppose, est l'analyste de données le plus précis de tous. Il trouve toujours le modèle. Il livre toujours la vérité. Ce soir, mon appartement est rempli de chaleur et de rire, un son qui est devenu merveilleusement familier. La ligne d'horizon de la ville scintille toujours à ma fenêtre, mais la vue n'est plus la chose la plus précieuse que je possède. Ma mère est ici en visite pour la semaine. Elle est assise sur le canapé, racontant une histoire drôle à ma petite amie, Sarah, qui rit si fort qu'elle s'essuie les larmes des yeux. Mes amis, Léo, Maya et Ben, sont dans la cuisine en train de débattre amicalement pour savoir qui fait le meilleur guacamole. L'odeur de poulet rôti remplit l'air. Ma maison, autrefois un sanctuaire silencieux loin du monde, est devenue un lieu de connexion, un endroit rempli d'amour. En regardant ces visages autour de moi, je ressens une vague de gratitude si puissante qu'elle me met presque à genoux. Ces personnes sont ma famille, pas nécessairement par le sang, mais par choix. Ce sont ceux qui se sont présentés, ceux qui sont restés, ceux qui ont célébré mes victoires et m'ont soutenu dans mes heures les plus sombres, sans rien demander en retour. Ce sont eux qui m'ont appris ce que signifie réellement la famille. Ma mère croise mon regard depuis l'autre bout de la pièce et me sourit. C'est un sourire qui dit tout, qu'elle est fière, qu'elle est heureuse que nous ayons réussi. Nous avons survécu à la tempête et avons trouvé le chemin vers le calme de l'autre côté. Le passé fera toujours partie de mon histoire. C'est le fondement sur lequel j'ai construit ma force, l'obscurité qui m'a appris à apprécier la lumière, mais il ne me définit plus. Le fantôme de Silas a disparu, remplacé par la présence vivante et vibrante de personnes qui tiennent vraiment à moi. Mon parcours a été long et douloureux, mais il m'a mené ici, à ce moment précis, entouré d'amour et de rire. Et il m'a appris la leçon la plus importante de toutes, la famille n'est pas quelque chose dans lequel on est, c'est quelque chose que l'on construit. Ce sont les gens qui vous choisissent, qui vous respectent, qui se tiennent à vos côtés. C'est un choix que l'on fait chaque jour d'être présent pour les personnes qui comptent. Et c'est le choix le plus important que vous ferez jamais. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Cela représente tout pour moi de pouvoir la partager avec vous tous. J'aimerais beaucoup connaître vos propres pensées. Que signifie le mot famille pour vous? S'il vous plaît, partagez vos histoires et vos sentiments dans les commentaires ci-dessous. Et si mon histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, pensez à donner un j'aime à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne.